Bonjour à tous, comme promis, je vous propose une petite vidéo sur la poésie et sur mes conseils pour bien commenter un texte poétique. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une poésie? C'est ce que j'avais essayé de vous expliquer la dernière fois, c'était pas très clair je crois pour tout le monde, donc reprenons un petit peu les éléments. En fait, il faut distinguer la poésie, ce qu'on appelle la forme fixe. Ça veut dire une poésie qui respecte des règles précises concernant des strophes, donc ça veut dire les espèces de paragraphes en fait que vous avez, donc les regroupements de vers, le nombre précis de syllabes dans le vers, par exemple l'alexandrin que vous connaissez, ou qui respecte encore un schéma de rimes, donc les rimes suivies, hein, A, A, B, B ou embrassé, hein, donc ça vous connaissez. Il existe aussi une poésie à forme libre, c'est-à-dire qui ne respecte pas ces règles ou qui les respecte en partie. On a par exemple des poésies où il n'y a pas un nombre précis de syllabes dans le vers, ou même des poésies qui sont en prose, ça veut dire qu'elles se présentent comme un texte habituel, il n'y a pas de vers. Et on a aussi des poésies où il y a des rimes, mais pas forcément, ou alors des rimes un peu approximatives. Le point commun entre donc la poésie à forme fixe qui respecte des règles, donc qui respecte voilà, le nombre de syllabes, etc., etc., et la poésie à forme libre qui a une forme justement, comme son nom l'indique, plus libre et moins contrainte, eh bien c'est ce que vous avez au milieu. Donc vous avez trois éléments qui sont communs à ces deux formes de poésie. Le rythme, ça veut dire la recherche d'un rythme particulier, que ce soit, par exemple, si vous vous souvenez, hein, le poème Liberté d'Éluard avec les répétitions, ou bien encore le texte de Grand Corps Malade avec donc, ce rythme du slam. Hein, donc on a à chaque fois une recherche de rythme, de sons, alors les sons qui peuvent s'opposer, qui peuvent s'entrechoquer, qui peuvent se répéter. En tout cas, il y a une recherche hein, sur cette matière, hein, c'est une sorte de matière en fait hein, que le poète y travaille. Donc on a la matière des sons et les figures de style, donc on a commencé à revoir et qui se trouvent effectivement dans les deux formes de poésie, qu'elles soient classiques ou modernes. Donc ça, finalement, ce sont les trois éléments que vous allez retrouver à chaque fois. Et puis ces éléments-là, bah, ça va dépendre de la poésie à laquelle vous êtes confronté. La première chose à faire lorsque vous commentez un texte poétique, c'est de vous interroger sur la forme. Bah, justement, est-ce que c'est une poésie à forme fixe ou à forme libre? Et le plan. Le plan, c'est l'ordre des idées. Ça veut dire que c'est un peu la progression du poème. Alors pour trouver le plan, moi je conseille de regarder au moins deux choses. L'énonciation, alors je rappelle ce que c'est vous interroger sur qui parle et à qui. Donc là on avait l'exemple des strophes pour se souvenir de Louis Aragon. Donc si vous vous souvenez bien, dans la première partie du poème, il s'adresse aux résistants avec la deuxième personne du pluriel, vous. Dans une deuxième partie, il reprend, si vous vous souvenez bien, la lettre de Manoukian, sa femme Mélinée. Donc on a un système énonciatif qui est différent, on a un je qui en fait est Manoukian et un tu qui est Mélinée. Et dans la dernière strophe du poème, hein, on revient finalement à une énonciation plus neutre, avec donc l'évocation des résistants 23, hein, donc un il au pluriel. Et finalement, vous voyez que ces évolutions dans l'énonciation eh bien, vous permettent d'identifier trois parties dans ce poème. Ce qui peut aussi vous aider à trouver le plan, ce sont les répétitions. Alors, évidemment, le poème le plus facile, c'était Liberté, parce qu'on avait à chaque fois, vous vous souvenez, hein, dans chaque strophe, hein, la même structure, sur, j'écris ton nom. Donc finalement, il y avait quasiment une partie par strophe, hein, et donc chaque strophe était bien délimitée hein, par cette répétition hein, de cette même structure hein, à chaque fois, sauf dans la dernière strophe. Ensuite, quand vous avez identifié la forme et le plan, vous savez à peu près, donc voilà, si votre poème est un poème plutôt classique à forme fixe ou un poème moderne plutôt à forme libre. Une fois que vous avez identifié l'ordre des idées, la progression du poème, vous pouvez vous interroger sur le message. Autrement dit, que veut nous dire le poète? Voilà, pourquoi
qu'est-ce qu'on peut dire sur ce message, comment le reformuler. Donc dans l'exemple de Grand Corps Malade, enfant de la ville, donc, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de souligner les mots-clés. Là c'est le refrain. Donc évidemment, je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit, j'aime la foule. Quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement, des visages. Je veux que ça claque, que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Donc voilà les mots-clés que j'ai soulignés et mis en gras. Donc ça, c'est un message typiquement qui va renvoyer à quoi? Qui va renvoyer à la ville. Voilà, c'est le terme clé. Et puis, bruit, rire, cri. Hein, donc ça, on est plutôt dans le sonore. Mouvement, on est plutôt dans le physique, hein, dans les déplacements, la foule, les visages. Donc on voit hein, ici finalement le champ lexical hein, de la vie urbaine, hein, de cette vie urbaine qui est à la fois bruyante, qui fait se croiser beaucoup de gens différents, etc. Donc ça, c'est un champ lexical qui est important de repérer tout de suite. Vous avez également ce que j'ai mis en vert, les verbes qui renvoient à la première personne. Je suis, donc qui se définit finalement Grand Corps Malade. J'aime, donc là il nous décrit plutôt ses goûts. J'aime, j'aime. J'écris, donc là il se positionne vraiment comme le poète, hein, qui a comme fonction d'écrire justement. Je veux, je ne veux pas. Donc là on est à nouveau, hein, comme avec j'aime, j'aime, hein, dans les goûts et dans ses habitudes. Ainsi, pour identifier le message donc, que nous transmet Grand Corps Malade dans ce refrain, j'ai donc identifié les mots-clés, le champ lexical de la ville et de la ville urbaine, en gras et souligné, et aussi en violet, vous voyez, ça grouille, ça claque, ça sonne. Les anaphores, donc en vert, je suis, j'aime, j'aime, j'écris, je veux, je ne veux pas. Et donc tous ces éléments m'indiquent que le message donc, transmis par Grand Corps Malade dans ce poème, c'est une description et la défense de la ville, en tout cas son rapport affectif à la ville. Donc c'est un peu le message global hein, de tout le poème, particulièrement présent dans ce refrain. Alors, le rôle du poète. Pourquoi prendre la parole? Pourquoi est-ce que Paul Éluard, Louis Aragon, Grand Corps Malade, Alain Souchon, etc. ont pris la parole? Pourquoi ont-ils écrit de la poésie? Alors, si on prend l'exemple justement d'Éluard avec donc, le poème Liberté, voici donc la dernière strophe. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Donc avec l'apparition finale hein, de ce terme clé, hein, liberté. Si on regarde donc cette dernière strophe, on voit donc ce que j'ai mis en rose, hein, le pouvoir d'un mot pour te nommer. Là encore, donc le poète fait référence à son activité d'écriture, à l'écriture aux mots, au langage, donc à la poésie. Et d'autre part, il évoque effectivement donc la vie. Je suis né aussi, hein, je pouvais le mettre également en bleu, hein, donc c'est là aussi hein, finalement son identité à lui. Et enfin donc la valeur principale, celle qu'on attend finalement pendant tout le poème, hein, liberté. Enfant de la ville, c'est un petit peu différent. Hein. Ici, j'ai repris donc un passage. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. En rose également, hein, vous voyez donc l'évocation de cette activité d'écriture. Je trempe ma plume dans l'asphalte avec la métaphore qu'on a étudiée en cours, hein, où il considère que l'asphalte, c'est-à-dire le revêtement des rues, hein, c'est l'équivalent d'un encrier dans lequel il pourrait tremper sa plume. On a une deuxième métaphore ici dans le vers suivant, hein, un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir, évidemment, on pense au brin d'herbe hein, qui parfois justement jaillit un peu bizarrement dans ces milieux urbains. Et donc hein, cette métaphore hein, qui assimile la poésie à ce brin d'herbe qui peut surgir même sur la rue, même sur un trottoir, hein, bien sûr, là il faudra s'interroger sur cette valeur hein, de poésie urbaine, évidemment, que défend ici le Grand Corps Malade. Donc si je veux récapituler le rôle du poète hein, dans ces deux poèmes, chez Éluard et Grand Corps Malade, on a à chaque fois donc l'allusion au rôle du poète, de l'écrivain. Donc c'est l'écriture et c'est ce que j'ai mis en rose.
Chez Éluard, ce poète, donc il incarne, est un défenseur de la liberté. Chez Grand Corps Malade, on a aussi la défense de quelque chose, mais cette fois-ci, c'est la défense d'une poésie urbaine, d'une culture urbaine, qui est légitime. Et cette légitimité, eh bien, elle est mise en valeur, d'une certaine manière, par les deux métaphores donc, que j'ai évoquées rapidement. Je trempe ma plume dans l'asphalte. Donc, ça veut dire que la rue, finalement, est aussi légitime que l'encrier pour écrire de la poésie. On peut aussi écrire de la poésie dans la rue et à partir de la rue. Et un brin de poésie donc sur les trottoirs, évidemment, c'est aussi la vision bien, d'un espace finalement qui est verdoyant, mais verdoyant par la poésie. Et donc c'est évidemment une image très positive de cette poésie urbaine. Ensuite, la dernière question donc à vous poser, c'est les effets de cette poésie sur le lecteur. Autrement dit, si on tourne autrement, cette question, c'est que ressent le lecteur quand il lit cette poésie? Vous, quand vous lisez cette poésie, qu'est-ce que vous ressentez? Et aussi, qu'est-ce que le poète a voulu vous faire ressentir? Évidemment, il faut quand même s'interroger sur ce que le poète a voulu nous faire ressentir. Alors, si on prend l'exemple des strophes pour se souvenir de Louis Aragon, on a donc dans cette reprise de la lettre de Manoukian à Méliné, donc la volonté de la part d'Aragon de provoquer de la pitié chez le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur se dit, Manoukian quand même, c'est terrible ce qui lui est arrivé, et c'est terrible aussi ce qui est arrivé à Méliné, du coup, qui s'est retrouvée veuve alors qu'elle était toute jeune. Donc évidemment, le lecteur ne peut avoir que pitié en lisant cette histoire. Et Aragon, justement, pour donc, insister sur cette situation pathétique, utilise la métaphore qu'on a déjà évoquée. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière, le vent. Donc, évidemment, cette anaphore a pour objectif de renforcer ce pathétique et ce message d'adieu. Dans la différence de Siméon qu'on avait vu dans la première séance, les effets sur le lecteur sont un peu différents. Entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Et en fait, c'est une interrogation. Le lecteur se dit, mais oui, mais en fait, pourquoi faire la différence? Il est interloqué, surpris. En fait, Siméon, je pense, a l'intention finalement de faire prendre conscience au lecteur de une sorte d'absurdité en fait de la situation. Et cette absurdité, elle est mise en lumière par en fait cette structure que j'ai mise en couleur ici. Vous voyez qu'on a la répétition à chaque fois des éléments qui sont donc décrits, les mains, les pas, et ces éléments qui sont repris sont évoqués avec ce qu'on appelle une antithèse. C'est en fait des expressions qui sont contraires, qui donnent, qui dépouillent, c'est-à-dire qui enlèvent, sans trace ou qui nous guident. Et donc ces antithèses, elles sont là aussi pour nous faire comprendre que finalement, cette différence, elle est complètement absurde puisque les éléments qui comptent, ce sont les éléments en vert là, qui sont répétés. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Alors pourquoi faire la différence entre les hommes si effectivement ces éléments qui sont essentiels sont les mêmes chez tout le monde? Donc si je veux récapituler, dans ces deux poèmes, les effets sur le lecteur donc sont distincts. Chez Aragon, il s'agit de provoquer la pitié, et notamment grâce à l'anaphore d'adieu. Chez Siméon, il s'agit de provoquer la surprise du lecteur et une prise de conscience face à l'absurdité du racisme. Donc ces effets sont provoqués par les répétitions donc en vert, associées aux antithèses en rose, et bien sûr aussi à la forme interrogative donc à la fin. Alors, pour récapituler, voici donc mes derniers conseils pour bien commenter une poésie. Il faut regarder le contexte historique, à quelle époque, la forme du poème, les pronoms, les mots-clés, les champs lexicaux, les répétitions et les figures de style, toujours en vous demandant pourquoi faire. Et donc répondre à ces trois questions. Quel est le message du poème? Quel rôle le poète se donne-t-il? Veut-il défendre? Veut-il dénoncer? Quels sont les effets sur le lecteur et notamment les émotions provoquées sur le lecteur par la lecture du poème? Voilà, maintenant vous savez tout, à vous de jouer. Bon courage!